Quel spectacle hier chez les Républicains, et ça nous fait poser pas mal de questions sur l'état des partis politiques aujourd'hui, en cette fin de 2017, après une élection présidentielle, eh bien, qui semble avoir recomposé complètement le paysage politique. C'est avec Louis Alliot, le député du Front National que nous sommes ce matin, et qui est aussi le vice-président du parti. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Je signale à mes petits copains en régie qu'il n'y a pas le retour image. Les Républicains, le Parti Socialiste, la France Insoumise, le FN, peut-on parler d'une crise des partis ? Ben écoutez, on arrive à un moment où il faut refonder la politique et les partis n'échapperont pas à cette... C'est même pas de la modernisation, c'est à mon avis une autre manière de s'adresser aux électeurs, une manière de pratiquer la politique. Et voilà, ça tient compte de tout, parce qu'on vivait un peu sur des anciens schémas. Et à l'ère du numérique et de l'information immédiate, tout a changé. Je pense que tout a changé, oui, complètement. Votre regard sur ce qui s'est passé hier soir chez les Républicains ? Écoutez, chez les Républicains, moi je trouve que c'est un peu... cette élection à la tête des Républicains, elle est assez curieuse, parce que les uns se font accuser de toutes les trahisons, les autres se font accuser de toutes les compromissions, et je ne suis pas persuadé, je vais vous dire pourquoi, que tous soient aussi opposés les uns que les autres. Avant-hier, à l'Assemblée nationale, ils ont voté tous ensemble, constructifs, républicains, Nouvelle Gauche, les socialistes et la République en marche, la fameuse contribution française à l'Union européenne, augmentée dans ce budget de 2,3 milliards. Ce qui vous a fait bondir d'ailleurs, vous-même. Ah oui, parce que là, c'est vraiment se payer la tête des gens. On ne peut pas continuer à dire l'agriculture ne fonctionne pas, l'Europe ne fonctionne pas, nos armées n'ont pas les moyens, le terrorisme, on n'a pas les moyens d'équiper nos polices, etc. Et puis comme ça, de signer un chèque de 2 milliards en plus à l'Europe, qui, elle, ne produit du chômage, pratiquement. Ils font mine d'être opposés les uns aux autres, mais finalement, sur l'Europe, ils se retrouvent. Mais si vous voulez, c'est une affaire, entre guillemets, je ne veux pas être de boutique, mais sur le fond des idées, à mon avis, rien ne sépare M. Solaire de M. Wauquiez. Et pourtant, est-ce que les constructifs auraient dû être virés, carrément, manu militari, des Républicains, quand ils ont pris fait et cause pour Macron ? Écoutez, il y a quand même un principe de logique politique. Ces gens-là soutiennent le gouvernement et donc la majorité. C'est donc ils s'excluent d'eux-mêmes de l'opposition dans laquelle se trouve leur parti d'origine. Ils auraient dû eux-mêmes en tirer les conclusions, parce que, si j'ai bien compris, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire continuer à être chez les Républicains, mais soutenir le gouvernement de M. Philippe et de Macron, ce que je trouve un peu absurde. On entend beaucoup et on dit beaucoup que Laurent Wauquiez est le favori pour être le prochain président des Républicains. Est-ce que c'est bien ou mal pour vous ? C'est dangereux pour vous ? Non, je ne crois pas. Je veux dire, la droite, maintenant, ce que l'on appelle la droite depuis les années Chirac, n'a jamais rempli son rôle de défendre les valeurs, de défendre l'ordre. Oui, mais Sarkozy aussi, il nous avait fait le coup en 2007, et c'était le mérite, c'était le travail, c'était la nation. Et puis on a vu, ça a fait pchit, comme aurait dit l'ancien président. Jacques Chirac, mais le problème, c'est que ces gens-là sont enferrés dans un carcan idéologique. D'ailleurs, leur seule mesure, tout de suite, ils disent: on n'a rien à voir avec le Front National. Comme si, d'ailleurs, les Français attendaient ça. Et pourtant, certains chez eux, qui appartiennent à un courant qui s'appelle Sens commun, qui est minoritaire à l'intérieur des Républicains, disent on aurait un terrain d'entente. On pourrait parler avec Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais c'est pareil. D'abord, c'était centré sur Marion Maréchal Le Pen, ce qui n'est pas tout à fait le Front, aujourd'hui en tout cas. Elle est encore au Front National. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire, c'était pas tout à fait le Front. Et ensuite, j'allais dire, c'est sur l'aspect sociétal du programme des Républicains. Sur le plan économique, vous n'êtes pas du tout en accord avec eux ? Mais c'est pas ça, c'est que tout de suite après, quand ils ont vu les oppositions des uns et des autres, et leur exclusion immédiate, c'est comme, en fait, ils sont victimes de l'idéologie dominante de la pensée unique. Dès qu'ils ont dit on est prêt à discuter, c'est même pas rallier, discuter, ils ont été exclus par tout le monde, ce qui prouve bien que la gauche est idéologiquement entre les mains de la gauche. La droite dans les main de la gauche. Dans la main de la gauche, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il y a une pensée dominante de gauche qui atteint y compris la droite. Mais on le voit, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'opposition. Ces gens-là n'ont qu'une seule obsession, c'est lutter contre le Front National. Je leur rappelle que nous sommes un parti républicain, démocratique, que nous avons des députés, un groupe à l'Europe, dans les conseils régionaux, nous sommes partout, nous avons quelques mairies. Je ne vois pas pourquoi on exclut comme ça, a priori.
11 millions de citoyens français qui ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Alors Marine Le Pen, parlons-en, on entend aussi que c'est compliqué pour elle. L'émission a peu convaincu, l'émission de jeudi dernier. Elle a convaincu. Elle a convaincu qui ? Vous avez vu que oui, 41% des Français et 46% des Républicains qui l'ont regardé. Il y avait peu de Français devant leur poste. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que son image s'est un peu brouillée. Le débat a été catastrophique pour elle, pas ce débat-là, mais le débat de la présidentielle. Le débat, c'est du passé. C'est du passé qu'il a suivi. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus, ont plus la curiosité pour la politique. Ils ont été abreuvés pendant un an à la présidentielle, matin, midi et soir, de débats avec tous les candidats. Et ils ont vu effectivement Mélenchon, Macron, Le Pen, etc., etc. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a un temps mort. On le sent dans l'opinion d'ailleurs. Ils sont intéressés par les mesures quand ça les touche, mais le débat en lui-même semble avoir à leurs yeux moins d'intérêt qu'avant. On verra si ça progresse à l'avenir. Est-ce que le leadership est incontesté et incontestable de Marine Le Pen à la tête du Front National? Écoutez, s'il n'y a pas Marine Le Pen, il y a qui? Voilà, il faut juste se poser la question. Il n'y aura pas d'autres candidats contre elle Il n'y aura pas d'autres candidats. Mais comme vous le savez, c'est pas encore fini. Si, mais le délai, c'était samedi dernier. Bon, c'est fini maintenant. Oui, ça fait 3 mois qu'on le sait, et les candidats pouvaient se déclarer. Mais bon, il n'y a pas de candidat. Incontestablement réélu. Mais quand vous avez été au 2e tour de l'élection présidentielle, avec 11 millions de voix, et que pour le coup, vous faites entrer 8 députés, ce qui n'est pas rien à l'Assemblée nationale, au majoritaire à 2 tours, le fameux plafond de verre a explosé, en tout cas dans 8 circonscriptions, eh bien, je ne vois pas pourquoi elle serait contestée à ce point. C'est grâce à elle que nous en sommes là. Mais maintenant, s'il y a au sein du Front National des gens qui pensent différemment, il faut qu'il exprime parce que nous sommes un parti démocratique. Florian Philippot l'a fait. Il n'est pas allé au bout de sa logique. Il est parti. Oui, mais parti, c'est pas débattre, ça. D'accord. Ça, c'est fuir, ça, le débat. Il peut vous faire de l'ombre, Florian Philippot? Non, je ne crois pas. Voilà, vous savez, tous les... Il est appelé à avoir le même sort que Maigret il y a une quinzaine d'années. Maigret était parti avec la moitié des cadres. Monsieur Philippot, lui, il est parti avec une douzaine de conseillers régionaux, la plupart ses amis. Et puis voilà, il a une présence médiatique de plus en plus atténuée, mais je veux dire, son espace politique va être nul et va se réduire à peau de chagrin. Donc je pense que c'est pas Florian Philippot qui nous fera de l'ombre à l'avenir. C'est quoi votre espace politique à vous? Ça va être quoi la ligne maintenant du Front National? Écoutez, aujourd'hui, d'abord, vous avez vu le dernière enquête d'opinion, si demain il y avait une présidentielle, Marine Le Pen serait toujours au 2e tour. Donc je veux dire, notre électorat est là. Mobilisé, mobilisable, mais il est évident que pour nous, à l'avenir, et on le voit bien, nous progressons et nous progresserons sur les décombres de ce que l'on appelle encore la droite, mais qui ne l'est plus. Et moi, donc c'est pas les Républicains qui vont profiter de votre situation, c'est vous qui allez profiter de leur situation. Ah, ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, j'en profite d'être là pour lancer moi un appel. Alors, allez-y. Pas aux cadres, parce que les cadres, je pense que ça, on n'a rien à voir avec les cadres des Républicains à l'échelon national. Vous parlez des électeurs. Mais je parle aux électeurs et aux élus locaux, dans les communes, dans les municipalités. Vous leur tendez la main? Je leur tends la main. Il y a des municipales en 2020 qui pointent. Il y a des mairies à gagner. Il y a des projets à mettre en œuvre. Et on peut très bien partir pour ces élections municipales sur des contrats de gestion qui permettront de gérer des communes en gardant nos spécificités aux uns et aux autres. Et en plus, ça vous arrange parce que là, vous êtes loin de l'Europe pour le coup. Vous n'avez plus à parler de l'Europe et de l'euro au municipal. Oui, mais justement, je pense que nous, la reconquête du pouvoir, elle passera par le bas, par les communes, par le terrain, et pour arriver à la présidentielle. Sur l'Europe et sur l'euro, on n'a pas trop bien compris où vous en êtes là. Rien, on débat, on discute. Le Congrès va être l'occasion de clarifier la situation. C'est question de sortir maintenant. Puisque nous posons la question à nos adhérents, mais il est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être avant que de sortir brutalement de l'euro, parce que ce que l'on nous a reproché, c'est de dire nous en sortons brutalement. Or, ce n'est pas notre intention. Notre intention est que les choses se passent, j'allais dire, dans l'ordre et dans la compréhension de tous. C'est donc récupérer nos souverainetés, mais d'une manière ordonnée et dans le temps, et pas d'une manière brutale. Alors, lesquelles souverainetés notamment? Les frontières, en premier lieu, ça paraît évident. De retrouver... Donc dénoncer Schengen dénoncer Schengen, retrouver notre liberté budgétaire en cotisant moins quand même au budget de l'Union européenne. Tout en restant dans l'Europe.
Mais on peut. Vous pouvez faire ça. On aurait pu négocier, si la France avait été intelligente, entre guillemets, pas la France, mais les gouvernements, ils auraient pu négocier un statut à l'anglaise, en quelque sorte, avant le Brexit, je parle. C'est-à-dire un certain nombre de libertés directement gérées par l'État, et puis ensuite mettre au pot commun, entre guillemets, pour certaines politiques. Mais ils n'ont même pas réussi à faire ça. Là, aujourd'hui, on est devant un choix d'Europe. D'ailleurs, le débat à l'Assemblée était très intéressant. C'est soit on poursuit l'Europe de Jean Monnet, c'est-à-dire l'Europe un peu technocratique et financiarisée, soit on s'oriente vers le choix qui aurait dû être fait depuis longtemps, l'Europe du général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des nations, des coopérations et des projets. Je pense que là est l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France. Et vous êtes tous d'accord au Front National sur cette plateforme? Bon, je pense que oui. Enfin, on verra dans le débat interne. Ouais. Mais pour en avoir discuté avec mes amis, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'avancée obtenue sur les travailleurs détachés par Mme Pénicaud à Bruxelles, comment vous l'interprétez? L'avancée de communication. Hein, oui. Parce que je rappelle que c'est un effet en disant « Oh, on a trouvé un bon accord européen oui. ». En fait, c'est un bon accord européen parce qu'ils ne se sont pas entendus entre eux et ils ont sauvé la façade. Vous êtes pour déclarer illégaux les travailleurs détachés? Mais c'est une concurrence absolument déloyale pour nos entreprises. Moi, je le vois, je suis un département frontalier à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Si vous saviez le nombre de petites entreprises qui ont précisément à rentrer en concurrence avec des entreprises qui font appel à ces travailleurs détachés, c'est absolument colossal. Vous avez estimé à combien? Non, on ne peut pas estimer. Non. En revanche, je peux vous dire que le chiffre du chômage, lui, il augmente parce que, évidemment, quand les marchés sont sous-traités comme ils le sont, avec de la main-d'œuvre étrangère, eh bien, ils sont obligés de licencier, beaucoup d'entreprises licencient et beaucoup de Français se retrouvent au chômage. Le chômage, c'est combien chez vous? C'est 13,6%, je crois. C'est-à-dire 4 points de plus que la moyenne nationale. Marine Le Pen a vu son salaire de présidente augmenter de 2 000 €, en passant de 3 000 à 5 000 € en juillet. C'est normal, ça? C'est des remboursements de frais. Hein. Ah bon? C'est pas des salaires, voilà. Mais dans la case de l'Assemblée... Comment elle justifie ça? C'est justifié sur le plan... Écoutez, moi je vois ce qu'est le travail d'un président de parti, qui est quand même le 2e ou 3e parti français. Vous avez un certain nombre de frais, vous recevez beaucoup de gens, des diplomates, des étrangers, etc. Et il faut être, je pense, à la hauteur de cette mission. Les emplois fictifs ça, c'est vous qui le dites. De l'Europe. Non, présumé fictif. Ah bon. Vous avez raison. De l'Europe, vous en êtes où? Écoutez, l'enquête continue, les procès continuent. Ma propre question prioritaire de constitutionnalité sera examinée bientôt devant la Cour d'appel. Et moi, j'ai bon espoir que nous obtiendrons gain de cause, parce que cette affaire est montée de toutes pièces, qu'on le veuille ou non. Elle touche d'ailleurs tous les autres partis. Et je me demande bien à quel moment il va y avoir un juge pour dire ça relève du travail parlementaire et ça ne relève pas du travail parlementaire. Et comment vous pouvez le prouver? Ben justement, c'est la question que les tribunaux vont devoir juger, et le Conseil constitutionnel en priorité. Vous êtes mis en examen personnellement dans cette histoire? Non, je n'ai pas été mis en examen, parce que j'ai précisément... Madame Le Pen, oui. J'ai déposé une question prioritaire de constitutionnalité. D'accord. Voilà, c'était mes questions posées à Louis Alliot. Et maintenant, chers internautes, nous allons poser vos questions avec l'excellent Jean-Baptiste Semerjian, qui va nous rejoindre dans ce studio et qui va se faire votre médiateur. Jean-Baptiste Semerjian, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Louis Alliot. Une première question de Charles qui vous accuse, une question et une réaction qui vous accuse d'avoir mené Emmanuel Macron au pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit assez souvent? Oui, mais ça fait 30 ans qu'on dit que... Mais pour Emmanuel Macron, là? Évidemment que non, on n'a pas Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir d'abord parce que les Français lui ont porté, et il y est arrivé par la collusion, pour le coup, de tous ceux qui ont appelé à voter pour lui au deuxième tour. La droite en premier lieu et la gauche, puisqu'il a été le candidat à la fois de la droite et de la gauche dans cette élection présidentielle. Il y a quand même une contradiction, parce que vous avez parlé de l'Europe, là. Il avait le discours qui était quand même très pro-européen, et c'est lui qui a gagné. Oui, enfin... Ça ne veut pas dire que vos thèses sont un peu fanées? Non, il avait un discours d'espoir, de refondation. Il avait un discours qui parlait de l'avenir, et de l'Europe, on verra bien. Il a dit qu'il allait refonder l'Europe, c'est donc qu'elle ne fonctionne pas, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, il en a fait le constat. Deuxièmement, il veut aller pour plus d'Europe fédérale. Vous avez vu le symbole du drapeau. Il veut que le drapeau européen soit maintenant le symbole de sa politique, etc. Moi, je trouve qu'il se plante. Voilà. Je pense que depuis précisément le traité de Maastricht, les Français sont eurosceptiques, ils le sont. Ils ne sont pas anti-européens, ils sont eurosceptiques. Pas pour cette Europe-là. Eurocritiques, et malheureusement, j'allais dire, les gouvernants, que ce soit la droite ou la gauche, vont toujours plus en avant d'un système que les Français ne veulent plus.
Karim trouve que Marine Le Pen a été catastrophique au débat d'entre-deux tours. Oui, non, ça d'accord. C'est la tarte vous à la crème de tout ce qu'on entend. Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous auriez mieux fait, demande Karim? Mais je ne suis pas frustré, on ne peut pas savoir si on fait... voilà, moi je pense que c'est pas sur un débat que vous gagnez ou que vous perdez une élection. Un peu quand même. Là. Non, je suis persuadé que non, voilà. Ça lui a pas été fatal pour vous? Non, pas du tout, mais voilà. Maintenant, voilà. Plus fatal, c'était sur l'Europe alors? Je pense que la question de l'euro, sur le plan économique, a eu beaucoup plus d'effet sur notre score que le débat lui-même. Carole voudrait avoir 2 propositions contre le chômage des jeunes. 2 propositions que vous pourriez appliquer tout de suite. Vous savez, c'est pas sur les jeunes, mais sur le... Carole, c'est sur les le jeunes. changement, oui, mais d'accord, mais c'est le changement du modèle économique. Les jeunes sont les plus touchés par le chômage Oui, en d'accord, France. mais s'il n'y a pas de croissance, si vous voulez, il n'y a pas d'emploi, et pas plus pour les jeunes que pour les autres. Comment on fait pour la croissance alors déjà, pour les fameux contrats aidés qui avaient été mis en place par le gouvernement précédent et qui vont être annulés par M. Macron, on aurait pu les maintenir. Moi, je peux témoigner d'être allé dans certaines mairies, notamment de ma circo, et d'avoir vu l'utilité de ces emplois dans certaines mairies. Ça coûte cher aussi. Oui, mais ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que de traiter le chômage, en quelque sorte, le traitement social du chômage. Ça, c'est une première mesure. Deuxième. Et ensuite, je pense que des contrats dans les entreprises sans charge, sur 1 an ou 2 ans, pour les jeunes... Exonéré de charges. Exactement. Pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est ce que nous proposions à l'élection présidentielle. Je pense que c'est aussi quelque chose vers quoi nous pourrions nous orienter. Sans compter l'apprentissage, que nous voulons à 14 ans et qui n'est toujours pas mis en place. Il est sur le métier, là. Oui, mais ça va être sur le métier. Oui, on va en reparler, j'espère. Et j'allais dire, sans compter aussi, pour les collectivités, un certain nombre de formations à mettre en adéquation avec les emplois, parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. Il y a beaucoup de formations proposées par divers organismes, et notamment par les régions, qui ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. Ce qui veut dire que vous pourriez voter la réforme de l'apprentissage? Si c'est une réforme intelligente, pourquoi pas? Oui. On n'est pas non plus dans une opposition bête et méchante. Il y a sûrement des choses que M. Macron fera et sur lesquelles nous serons plutôt bienveillants. D'accord. Voilà. Brigitte dit non aux éoliennes dans les Aspres. Dans les Aspres, c'est une vallée des Pyrénées-Orientales. Voilà, j'avais l'impression que c'était ça. Quel est votre avis, vous, par rapport aux énergies renouvelables? On fait partie de ces opposants. Elle vous félicite d'avoir été dans ce mouvement, justement. On s'est mobilisé parce que c'est vrai que dans notre département, ça pousse comme des champignons et au détriment de la beauté des paysages. On est un département préservé, une nature préservée, et c'est vrai que ces éoliennes, quelquefois, font tache au milieu du tableau, et je pense qu'il y aurait, notamment chez nous, qui, vous savez, est un département ensoleillé, on aurait beaucoup plus à faire dans le photovoltaïque et le solaire plutôt que sur l'éolien. La Maison du Chanvre, avec un petit peu d'ironie, vous demande si vous aimez le couscous, et je pense qu'elle fait référence à la photo de Florian Philippot qui avait été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire un aveu, c'est mon plat préféré, surtout celui de ma mère. Vous savez, elle est rapatriée d'Algérie et elle fait un excellent couscous. Oui. Il faut ajouter que votre mère est rapatriée d'Algérie. Et comment est-ce que vous réagissez à ce bad buzz qu'il y avait eu autour de Florian Philippot? Ils l'organisent eux-mêmes, je vous signale. C'est sorti, c'est un journaliste, c'est l'équipe de communication autour... Mais vous n'avez pas prévu cette réaction, je pense, quand même. Ah, mais je pense que... Je ne sais pas, mais c'est eux qui l'ont fait, oui. Bon. Mais moi, vous savez, c'est dérisoire, ça. C'est totalement dérisoire, ça. Une dernière question de Pierrot, c'est un peu dérisoire aussi, qui vous demande si votre cravate était fabriquée en France. Eh bien, écoutez, je n'en sais rien, mais elle est achetée à l'Assemblée nationale, à la boutique de l'Assemblée nationale. Alors, faut mieux, alors. Faut espérer. Et donc, je vais vous dire ça, fabriquée en France. Voilà, heureusement, l'honneur est sauf. Celui de Louis Alliot, évidemment, mais surtout celui de l'Assemblée nationale. Exactement. Parce que si on trouvait des cravates made in China à l'Assemblée nationale, ça serait quand même à douter de ce pays et de notre représentation nationale. Louis Alliot, merci beaucoup. Merci. Merci, chers internautes, d'avoir posé vos questions. Merci, Jean-Baptiste Sémergent, d'avoir fait le médiateur. Et à demain pour de nouvelles aventures.